nos travaux. Et la parole est à Madame Cécile Duflot. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, notre planète, la seule que nous ayons, est en train de vivre un grand basculement. Qui ne veut le voir se condamne non seulement à la cécité, mais aussi à l'impuissance. Le temps qui s'ouvre est celui de l'impératif écologique. Il commande que nous changions nos manières de produire, de consommer, d'habiter, parce que les menaces que nous faisons peser sur les écosystèmes nous menacent désormais en retour. Je sais bien que cela semble nous coûter, mais croyez-moi, l'immobilisme et le conservatisme en la matière nous coûteront bien plus cher encore. Et quand je parle de coûts, je pense à la fois en termes économiques, en termes sociaux et en termes environnementaux. Le rôle de la représentation nationale de notre pays est de relever ce défi et de hâter notre conversion. La France peut être une nation pionnière et faire émerger la première république écologique en comprenant que l'impératif écologique est la continuation du combat républicain multiséculaire, celui pour l'intérêt général. La République écologique est un universalisme. Liberté, égalité, fraternité, oui, mais aussi pour les générations futures. Et de manière planétaire grâce à la préservation des biens communs de l'humanité. L'un des piliers de cette République écologique, c'est l'immense défi de la transition énergétique. Une troisième révolution industrielle est en train de voir le jour, sous un double effet, à la fois celui d'une transformation de notre modèle énergétique et d'une révolution des communications avec le numérique. Ce n'est pas moi qui affirme cela, mais Jérémy Rifkin, dont les analyses sont aujourd'hui suivies dans le monde entier. Pendant un siècle, nous avons vécu une illusion, l'illusion que le modèle serait sans limite et sans frein. L'humanité se dopait à la croissance illimitée. Notre modèle économique reposait sur l'idée d'une énergie sans limite qui nous donnerait des possibilités sans fin. Nous sommes aujourd'hui, de fait, rattrapés par un certain matérialisme. D'une part, nous mesurons que nos ressources ne sont pas illimitées, mais bien au contraire qu'elles sont fossiles. De l'autre, nous payons aujourd'hui la facture de l'illusion des précédentes générations. Les énergies carbonées fossiles ont condamné notre modèle de développement. Les 30 glorieuses nous laissent le dérèglement climatique en héritage. Et notre société vit aujourd'hui largement au-dessus de ses moyens. Les conséquences toucheront tout notre environnement. Elles s'attaquent à la biodiversité avec la 6e extinction des espèces. Elles touchent notre habitat, notre mode de vie, notre économie. En un mot, si nous n'y prenons garde, elles renversent notre humanité. Nous avons aujourd'hui pourtant l'opportunité d'embrasser un autre modèle. En réduisant nos consommations, l'efficacité énergétique nous offre l'opportunité d'une nouvelle société. En transformant notre modèle de production, les énergies renouvelables nous offrent la possibilité d'une production d'énergie décentralisée, au plus près du consommateur, qui ne pénalise pas l'environnement. Bien entendu, j'ai entendu les objections qui seront faites. Après avoir nié le dérèglement climatique, certains tracent ou tentent de tracer aujourd'hui des lignes de fuite. Les premiers nous disent que le pétrole ne serait pas épuisé, puisque les États-Unis et d'autres pays s'enflamment à poursuivre la chimère du gaz de schiste. Selon eux, à notre tour, nous devrions suivre leur exemple. Ils ne feront qu'appuyer sur l'accélérateur du dérèglement climatique. Avec les gaz de schiste, nous aurons finalement une double peine. Les énergies fossiles et les conséquences inexorables sur le climat. Quelle absurdité que de voir l'ancien président de la République, qui les a interdits hier, à juste raison, les glorifier aujourd'hui. Les seconds ne se bercent pas moins d'illusions. Ils croient une forme de miracle et d'exception française. Seul pays au monde à poursuivre dans l'impasse nucléaire, ils s'appuient sur la faible consommation de carbone pour y voir une solution aux émissions de gaz à effet de serre. Ils répètent ainsi un dogme français fondé sur 3 mensonges. Le premier, c'est l'illusion du bas prix. Le nucléaire français est aujourd'hui coûteux et ne va cesser de coûter plus cher dans les années qui viennent, comme l'ont prouvé les travaux du Parlement. Le second, c'est la foi dans l'indépendance énergétique. Le modèle nucléaire est aussi à durée limitée. Les ressources en uranium s'épuisent, elles aussi, et nous dépendons aujourd'hui exclusivement de nos importations. Le troisième, c'est le risque contrôlé. Les solutions pour les déchets tant promises depuis 1973 n'arrivent pas. Enfin, et c'est l'ASN qui le dit, le risque d'un accident nucléaire dans notre pays où aucun habitant ne vit à plus de 300 km d'une centrale est réel. À Tchernobyl, nous avions mis l'accident sur le compte de l'épuisement du modèle soviétique. Au Japon, sur celui d'un tsunami. Un tsunami qu'on ne rencontre évidemment pas dans nos contrées. Mais que disons-nous face au risque nucléaire français? Osons-nous dire
que Fessenheim est construit sur la faille sismique du Rhin supérieur? Madame la ministre, le texte que vous présentez aujourd'hui est un texte audacieux. Il remet la politique énergétique au cœur de la démocratie, alors qu'elle a été si longtemps privatisée. Il redonne ses droits à la volonté politique, mais se fixe comme horizon de la tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé. Enfin, il consacre dans la loi 2 éléments majeurs que le président de la République avait annoncés lors de la première conférence environnementale. Ces 2 objectifs fondamentaux nous donnent la possibilité d'un véritable tournant, nous donnant aujourd'hui à notre pays la possibilité d'embrasser la 3e révolution industrielle. Le premier objectif, c'est la volonté de réduire de 50% notre consommation d'énergie d'ici à 2050. Avec cet objectif, nous pouvons enfin entrer dans le XXIe siècle. Nous pouvons imaginer une économie bas carbone, qui ne cherche pas à poursuivre l'illusion du dopage de la croissance, mais qui invente un modèle créateur d'emplois et de prospérité, sans nuire à notre environnement. L'efficacité énergétique, dès aujourd'hui, peut créer des emplois dans le bâtiment, dans les mobilités ou dans la mutation économique qui s'annonce autour de l'économie circulaire. Le second objectif, c'est la sortie du tout nucléaire, en passant à 50% de nucléaire d'ici à 2025. En sortant d'un modèle à sens unique, nous renouons avec la possibilité de suivre la mutation industrielle qu'ont déjà entamée l'Allemagne, mais aussi la Chine et l'Inde. En un texte de loi, vous donnez enfin à la France l'opportunité de prendre le chemin de l'énergie du XXIe siècle. Cette étape nous permettra, j'en suis certaine, d'engager la sortie du nucléaire d'ici à 2040, pour laquelle les écologistes continuent et continueront à se battre. Et nous proposerons ici des amendements pour aller dans ce sens et pour permettre au moins que démocratiquement et devant l'ensemble de la représentation nationale, le débat ait lieu. Vous l'avez compris, Madame la Ministre, les écologistes saluent l'esprit ambitieux de ce texte, mais il se pose encore beaucoup de questions. Le débat en commission, et je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'attention avec laquelle vous l'avez présidé, a permis des avancées majeures, notamment sur la durée de vie des réacteurs nucléaires, sur l'économie circulaire ou sur la stratégie de rénovation des bâtiments. Mais certaines précisions méritent encore d'être apportées, nous y reviendrons par voie d'amendement. 3 risques majeurs doivent ici être soulignés. La transition énergétique ne relève pas seulement d'une loi, mais elle relève bien plus d'une volonté politique qui doit traverser tous les objectifs d'un gouvernement. Le premier risque, c'est que la transition énergétique pèche par absence de stratégie. Souvenons-nous de la loi Grenelle, qui avait eu le défaut de mettre les questions d'énergie sous le tapis, mais qui avait permis de réelles grandes avancées. Ambition louable, objectif ambitieux. Mais quelques années après, combien sont restés sans lendemain? Combien de recul dès le premier tumulte? Combien d'absence de traduction dans les faits? Nous le savons aujourd'hui, il ne suffit pas de se fixer des objectifs, des normes et des points d'arrivée ambitieux. Il faut en définir le chemin et les moyens pour y parvenir et lutter sur la réalité des effets du dérèglement climatique. C'est pourquoi nous attendons de vous, Madame la Ministre, et de votre gouvernement, que vous disiez ici le chemin. Il nous faut des objectifs précis, notamment à l'horizon 2030. Le second risque, ce sont les financements. Alors disons les choses, et le rapport de Nicolas Stern l'a pointé. La lutte contre les dérèglements climatiques n'est pas l'adversaire de la prospérité, au contraire. Comme tous les grands chantiers dont l'humanité s'est dotée, elle a un prix, c'est une évidence. Et c'est bien le rôle de l'État de donner des perspectives. Certes, il ne fera pas tout, ces enjeux sont trop immenses. Et Madame la Ministre, je veux vous dire que là où vous prévoyez 10 milliards d'euros sur 3 ans pour la transition énergétique, EDF prévoit d'investir 110 milliards d'euros sur ses réacteurs. Madame la Ministre, je veux dire devant vous que ce que nous craignons, c'est que l'absence d'écologie dans notre pays soit punitive. Je l'avais pointé alors que j'étais encore ministre, la transition énergétique s'accommode bien mal d'une politique de réduction des dépenses. Elle permet de faire des économies, certes, mais elle exige aussi des investissements durables et ambitieux, précis et ciblés. Disons-le tout net, sur ce point, les écologistes estiment que le gouvernement n'est pas au rendez-vous. Les crédits européens sont promis, mais toujours absents sur le terrain. L'écotaxe, votée à l'unanimité par ce Parlement, est sans cesse repoussée, jamais appliquée. Peut-être même est-elle de fait enterrée. Vous refusez encore de fixer un prix au carbone et les débats en commission étaient à ce titre intéressants, alors que Ban Ki-moon dit que la seule solution est bien de fixer un prix au carbone. La contribution climat-énergie que cette majorité a mise en place est certes un progrès décisif, mais est encore trop timide pour être à la hauteur des enjeux. Quant aux programmes gouvernementaux sur lesquels les acteurs économiques fondent à raison quelque espérance, ils subissent encore l'instabilité, l'insécurité, voire pour certains sont menacés. Je pense notamment au programme Habiter mieux, mis en place par la majorité précédente, qui a été modifié, amplifié, qui connaît un succès, mais nous n'avons encore aucune indication sur sa pérennité après 2015. Je le dis et je le redis alors qu'il rencontre un immense succès tant en termes sociaux qu'énergétiques. Le troisième risque qui pourrait menacer la transition énergétique, c'est l'imprécision. L'imprécision d'une politique, voire parfois ses allers-retours.
Il faut le reconnaître ici, Madame la Ministre, combien d'incohérences, combien d'avancées, puis de recul sur les mêmes sujets, sur la question écologique. Il ne suffira pas d'un gouvernement, pas d'un quinquennat, et même sans doute pas d'une génération pour réussir la transition écologique. Alors, par pitié, ayons-nous l'audace de la cohérence, de la durée et de la pertinence. Ne disons pas un jour « vive les gaz de schiste » devant certains acteurs, puis non devant les écologistes. Ne crions pas « vive le nucléaire » devant le MEDEF pour acter un autre futur devant le Parlement. La grandeur, aujourd'hui, ne peut s'établir uniquement sous les formes et avec les moyens du passé. Cultivons plutôt une forme d'exemplarité en dessinant un modèle dans lequel le peuple français puisse se reconnaître. Un modèle qui parle aux autres et où la recherche de l'efficacité garde pour fin l'équité. C'est avec ces mots qu'un grand homme d'État, que vous connaissez bien, a conclu son dernier ouvrage. Lionel Jospin appelle ainsi notre pays à avoir l'audace de l'exemplarité plutôt que celui de la conquête. C'est à cette audace que je voudrais ici nous inviter tous. Dans un an, notre pays accueillera un sommet décisif pour l'avenir de notre planète et de notre humanité. Et si la France profitait de ce sommet pour devenir un modèle? Certes, nous avons accumulé un immense retard, mais si nous hissons le texte qui nous est présenté aujourd'hui à la hauteur de l'ambition du siècle qui nous attend, nous pouvons en faire un exemple. Cela ne mérite pas de querelle, pas de polémique politicienne. Cela n'appelle pas de division stérile. Cela peut nous offrir l'opportunité historique de renouer avec une certaine idée de la grandeur de la politique. Je vous remercie. Merci.